Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Au cours de la semaine écoulée, à Washington, la Maison-Blanche annonce que le président Donald Trump a opposé 2 vétos présidentiels, les premiers de son second mandat. Le premier vise un projet d'adduction d'eau potable au Colorado, adopté à l'unanimité par le Congrès et destiné à 39 communautés. Le second concerne une mesure liée à une zone habitée par des membres de la tribu Mikosuki en Floride, pour un montant de 14 millions de dollars. L'élue républicaine du Colorado, Lauren Boebert, critique publiquement cette décision, tandis que la possibilité d'un vote du Congrès pour passer outre ces vétos reste incertaine à ce stade. Toujours à Washington cette semaine, l'administration Trump ouvre un nouveau chantier politique portant sur la gestion et l'aménagement des golfs publics relevant de terrains fédéraux dans la capitale. Le dossier touche à la gouvernance locale et à l'image de Washington, sans calendrier précis ni mesures détaillées annoncées pour le moment. Le vendredi 2 janvier 2026, à Washington, la Maison-Blanche décide de reporter une hausse prévue des droits de douane. Cette décision est suivie de près par les marchés, notamment dans les secteurs de la distribution et de l'ameublement, même si les produits concernés et le calendrier complet restent à préciser par l'administration fédérale. Sur le plan judiciaire, le mardi 30 décembre, à Boston, un juge fédéral ordonne un blocage d'urgence empêchant l'expiration programmée du Temporary Protected Status, le TPS, pour des ressortissants du Soudan du Sud. Environ 232 bénéficiaires et 73 demandes en cours sont concernées. L'administration justifiait la fin du dispositif par une amélioration des conditions dans le pays, un argument contesté par les plaignants, tandis que la procédure se poursuit désormais sur le fond. Au cours de la semaine, le dossier des financements fédéraux liés à la garde d'enfants au Minnesota connaît plusieurs développements. L'exécutif fédéral annonce un renforcement des contrôles et exige un audit après des soupçons de fraude, avant de préciser qu'aucun gel de fonds n'est en cours pour l'État. Le gouverneur du Minnesota et le procureur général dénoncent une pression politique, tandis que des ressources fédérales sont mobilisées pour enquêter sur de possibles schémas de fraude aux programmes concernés. Le mercredi 31 décembre, un juge fédéral empêche l'administration Trump de réduire fortement le rôle d'une agence chargée de la médiation dans les conflits du travail, notamment lors de grèves et de litiges sociaux. La décision bloque la mesure contestée par l'exécutif, alors que des recours restent possibles dans les prochaines semaines. Le vendredi 2 janvier, à San Francisco, la Cour d'appel fédérale du 9e circuit juge que l'interdiction californienne du port d'armes en open carry dans la plupart des lieux publics viole le deuxième amendement de la Constitution. Cette restriction concernait environ 95% de la population de l'État. La Californie indique examiner ses options, ouvrant la voie à d'éventuels appels ou ajustements législatifs. À Washington, le même jour, un juge fédéral ordonne le maintien en détention de l'homme accusé d'avoir déposé des engins explosifs artisanaux près des sièges des partis démocrates et républicains, à la veille de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. La procédure se poursuit alors que l'accusation et la défense préparent les prochaines étapes judiciaires. Dans le Missouri, la semaine est également marquée par une décision de la 8e Cour d'appel fédérale qui relance, à une voix près, le recours de 2 employés d'un district scolaire. Ceux-ci contestent une formation antiracisme qu'ils estiment contraire à la liberté d'expression. L'affaire est renvoyée pour la suite de l'instruction, notamment sur les obligations liées aux fonctions exercées. À Washington, le ministère de la Justice indique par ailleurs devoir encore examiner environ 5 200 000 pages de documents liés au dossier Jeffrey Epstein. Aucun calendrier précis n'est communiqué pour l'achèvement de cette revue, dans un contexte de fortes attentes en matière de transparence. Toujours sur le terrain judiciaire, le jeudi 1er janvier, des agents fédéraux engagent une procédure contre une politique de l'administration Trump visant à limiter la couverture des soins d'affirmation de genre dans l'assurance santé fédérale. Le dossier s'inscrit dans une série de contentieux portant sur les droits des personnes transgenres, sans issue judiciaire connue à ce stade. Sur le plan diplomatique, le lundi 30 décembre, le Trésor américain annonce de nouvelles sanctions visant 10 individus et entités en Iran et au Venezuela, en lien avec des programmes d'armement et des échanges autour de drones. Washington affirme vouloir couper l'accès au système financier américain aux facilitateurs de ces réseaux,
tandis que les réactions des pays concernés restent attendues. Le dimanche 29 décembre, l'administration Trump annonce également que les États-Unis ont mené une frappe contre une installation liée à des réseaux de trafic de drogue au Venezuela. Selon les autorités américaines, l'opération visait une infrastructure utilisée pour des activités criminelles transnationales. Les autorités vénézuéliennes n'ont pas confirmé officiellement l'incident et la date exacte de la frappe n'a pas été précisée. Le mercredi 31 décembre, Washington renforce par ailleurs sa pression sur Caracas en annonçant de nouvelles sanctions visant des sociétés et des navires liés au secteur pétrolier vénézuélien. Les autorités américaines évoquent une lutte contre l'évasion de sanctions, tandis que le gouvernement de Nicolás Maduro rejette ces accusations. Le vendredi 2 janvier, Donald Trump déclare sur les réseaux sociaux que les États-Unis pourraient agir si les forces iraniennes tiraient sur des manifestants dans un contexte de troubles en Iran. Téhéran rejette ces menaces et saisit les Nations Unies, sans précision sur une éventuelle action américaine. Sur le plan économique, le mercredi 31 décembre, le département du travail publie des demandes hebdomadaires d'allocation chômage en baisse, à 199 000, leur plus bas niveau depuis fin novembre. Les économistes évoquent un marché du travail stable, avec des effets de calendrier liés aux jours fériés. Enfin, dans le domaine de l'énergie, le vendredi 2 janvier, le groupe norvégien Equinor annonce avoir saisi la justice fédérale à Washington pour contester l'ordre du département de l'Intérieur suspendant son projet éolien offshore Empire Wind. L'entreprise demande une injonction afin de poursuivre les travaux pendant l'examen de son recours. Concernant l'Amérique latine, Ce mardi 30 décembre 2025, des pétroliers ont continué d'arriver au Venezuela malgré un blocus américain visant les exportations de pétrole brut. L'entreprise publique PDVSA a ajusté ses conditions commerciales, alors qu'environ 16 millions de barils restaient bloqués sur des navires en attente. Ce mardi 30 décembre 2025, un séisme de magnitude 5,3 a été enregistré au sud de la Bolivie, à environ 31 km au sud-est de Boyuib. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur d'environ 547 km, sans bilan confirmé à ce stade. Ce mardi 30 décembre 2025, l'administration américaine a annoncé des sanctions visant 10 personnes et entités en Iran et au Venezuela pour des activités liées à des programmes de drones et de missiles. Les autorités américaines ont présenté ces mesures comme une action contre la prolifération et les réseaux d'approvisionnement. Ce mercredi 31 décembre 2025, au Honduras, le candidat arrivé second à l'élection présidentielle a déposé un recours devant le tribunal électoral afin de contester les résultats annoncés. L'autorité électorale a confirmé un écart inférieur à 1%, tandis que les forces de sécurité ont été placées en vigilance autour des institutions. Ce mercredi 31 décembre 2025, au Mexique, le gouvernement a confirmé l'entrée en vigueur imminente de nouveaux droits de douane sur des importations provenant de pays sans accord de libre-échange. Les autorités ont indiqué que ces mesures visaient la protection de l'industrie nationale et de l'emploi. Ce mercredi 31 décembre 2025, au Pérou, 2 trains sont entrés en collision frontale sur une ligne touristique menant à Machu Picchu, dans la région de Cusco. Les autorités ont confirmé un décès et environ 40 blessés, tandis qu'une enquête a été ouverte. Ce mercredi 31 décembre 2025, au Venezuela, les autorités ont annoncé la libération de plusieurs dizaines de personnes arrêtées lors des manifestations post-électorales de 2024. Des organisations de défense des droits humains ont confirmé partiellement ces libérations, tout en appelant à des vérifications supplémentaires. Ce mercredi 31 décembre 2025, un juge fédéral américain a suspendu la suppression du statut de protection temporaire pour des ressortissants honduriens et nicaraguayens. La décision concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes et pourrait faire l'objet de nouvelles procédures. Ce jeudi 1er janvier 2026, au Pérou, une attaque armée visant des travailleurs liés à l'exploitation minière informelle a fait au moins 3 morts dans la province de Pataz, dans la région de la Libertad. Les autorités ont renforcé la présence policière face à la criminalité organisée. Ce jeudi 1er janvier 2026, au Mexique, les nouveaux droits de douane sur des milliers de produits importés sont officiellement entrés en vigueur. Le gouvernement a indiqué vouloir limiter l'impact sur les consommateurs tout en soutenant l'industrie nationale. Ce vendredi 2 janvier 2026, la Colombie a entamé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026 à 2027.
Le pays avait obtenu 180 voix lors du vote à l'Assemblée générale. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026, les États-Unis ont lancé une opération militaire de grande ampleur contre la République bolivarienne du Venezuela, visant notamment des installations à Caracas. Le président américain Donald Trump a annoncé la capture du président Nicolás Maduro Moros et de son épouse Cilia Flores. Donald Trump a déclaré que Nicolás Maduro serait jugé aux États-Unis, précisant que l'administration américaine assurerait temporairement la gestion du Venezuela en attendant une transition. Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une agression militaire et demandé des preuves de vie. Plusieurs gouvernements et organisations internationales ont condamné l'intervention américaine, invoquant une violation du droit international et de la souveraineté du Venezuela. D'autres dirigeants régionaux ont exprimé des positions favorables ou prudentes, tandis qu'aucun bilan humain indépendant n'était confirmé. La situation est restée fluide et contestée, avec des implications régionales majeures pour la sécurité, le droit international et les relations diplomatiques entre les États-Unis, l'Amérique latine et leurs partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? À Rome, le mardi 30 décembre 2025, le gouvernement italien discute d'une réforme des Golden Powers visant à différer l'examen national de grandes fusions bancaires après les évaluations européennes, dans un contexte de tension avec Bruxelles. À l'échelle du marché européen de l'énergie, les exportations russes de gaz par gazoduc vers l'Europe chutent de 44%, selon les flux observés, ravivant les enjeux de sécurité d'approvisionnement. Le mardi 30 décembre 2025, à Bruxelles, l'Union européenne appelle publiquement la Chine à la retenue après des manœuvres autour de Taïwan, évoquant des risques pour la stabilité internationale. Le mardi 30 décembre 2025, en Allemagne, des procureurs acceptent de clore une enquête visant Alisher Usmanov contre un paiement de 10 millions d'euros, dans le cadre de l'application des sanctions européennes. Le jeudi 1 janvier 2026, à minuit, le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières entre en vigueur, imposant de nouvelles obligations aux importateurs de produits à forte intensité carbone. Le jeudi 1 janvier 2026, à Sofia, la Bulgarie adopte officiellement l'euro et devient le 21e pays de la zone euro, obtenant un siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le même jour, en Suisse, un incendie survenu lors d'une soirée du Nouvel An dans une station de montagne fait environ 40 morts et une centaine de blessés, l'enquête se poursuivant. Le vendredi 2 janvier 2026, dans la zone euro, l'indice PMI manufacturier recule à 48,8 en décembre, signalant une contraction plus marquée de l'activité industrielle. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 29 décembre 2025, au Nigeria, un accident de la route survenu dans l'état d'Ogun a fait 2 morts, selon les autorités locales. Le boxeur Anthony Joshua a été légèrement blessé, tandis qu'une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Le lundi 29 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, basée à Abidjan, a publié une décision proclamant les résultats provisoires des élections législatives organisées le 27 décembre 2025. Le document détaille les résultats dans les 205 circonscriptions, ainsi que le cadre légal et la méthode de recensement des votes, en précisant que ces résultats restent provisoires, sous réserve d'éventuels recours devant les juridictions compétentes. Le mardi 30 décembre 2025, en Somalie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Mogadiscio et dans plusieurs autres villes du pays. Les protestataires dénoncent la reconnaissance du Somaliland par Israël, qualifié par le gouvernement somalien d'atteinte à la souveraineté nationale. Le mardi 30 décembre 2025, au Nigeria, le président Bola Tinubu a confirmé l'entrée en vigueur de nouvelles lois fiscales à compter du 1er janvier 2026. Malgré les critiques de parlementaires de l'opposition concernant des divergences entre le texte voté et la version publiée, la présidence a annoncé ne pas suspendre la réforme. Entre le mardi 30 et le mercredi 31 décembre 2025, en Guinée, des résultats provisoires de l'élection présidentielle ont donné Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,72% des voix, pour une participation annoncée à 80,95%. La Cour suprême doit encore valider ces résultats, contestés par l'opposition. Entre le 30 et le 31 décembre 2025, au Mali, l'armée a également annoncé avoir mené des frappes ciblées dans les régions de Fana et Falako, dans le centre et le sud du pays. Ces opérations sont présentées comme visant des groupes armés, sans information indépendante disponible sur d'éventuelles victimes. Le 31 décembre 2025, les autorités du Mali et du Burkina Faso ont annoncé des restrictions d'entrée visant des ressortissants américains, présentées comme des mesures de réciprocité diplomatique.
Les modalités pratiques et la durée de ces restrictions n'ont pas été précisées à ce stade. Le même 31 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, un déversement de pétrole a été confirmé sur plusieurs zones du littoral ivoirien. Les autorités ont engagé des opérations de nettoyage, tandis que le volume exact du pétrole déversé et l'impact environnemental restaient en cours d'évaluation. Enfin, le jeudi 2 janvier 2026, au Nigeria, l'armée a mis en garde les populations civiles contre la présence de munitions non explosées après des frappes aériennes menées dans le nord-ouest du pays. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 29 décembre 2025, la State Bank of Vietnam annonce viser une croissance d'environ 10% en 2026, tout en alertant sur des risques économiques liés au contexte international. Le même jour, en Corée du Sud, le procureur spécial met en cause Kim Keon pour des avantages présumés et une possible immixtion dans des affaires d'État, des accusations qu'elle conteste. Le mardi 30 décembre 2025, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président tournant de l'ASEAN, annonce une évaluation progressive de la situation en Birmanie après une première phase d'élection organisée par la junte. Le même jour, l'armée chinoise mène autour de Taïwan des exercices baptisés « Justice Mission 2025 », incluant des tirs réels et une simulation de blocus, selon les autorités chinoises. Le même jour, le groupe Meta confirme l'acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Manus, basée à Singapour, sans publier les conditions financières de l'opération. Le mercredi 31 décembre 2025, la Thaïlande libère 18 soldats cambodgiens dans le cadre du cessez-le-feu conclu avec le Cambodge, les deux pays déclarant vouloir maintenir l'accord. Le même jour, la Commission nationale du développement et de la réforme chinoise valide un plan d'investissement de 295 milliards de yuans destiné à soutenir les infrastructures et la croissance. Le jeudi 1er janvier 2026, la Corée du Sud annonce que ses exportations ont atteint un niveau record sur l'ensemble de l'année 2025, selon des données officielles publiées par le gouvernement. Vendredi 2 janvier 2026, la Chine annonce que le président Xi Jinping doit recevoir le président sud-coréen Lee Jae-myung pour une visite d'État, sans préciser le contenu des échanges à venir. Le même jour, en Birmanie, le parti USDP, soutenu par l'armée, arrive en tête selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale et les médias d'État, dans un scrutin largement contesté. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mercredi 31 décembre 2025, les autorités israéliennes ont annoncé la suspension prochaine des licences de plusieurs organisations non gouvernementales opérant à Gaza. Selon le gouvernement israélien, cette mesure, fondée sur des exigences de sécurité et de transparence, doit entrer en vigueur le 1er janvier, avec un arrêt d'activité demandé au 1er mars pour les ONG concernées. Le même jour, des organisations humanitaires internationales ont contesté ces exigences, estimant qu'elles pourraient entraver l'acheminement de l'aide. Plusieurs pays occidentaux ont de leur côté alerté sur une situation humanitaire jugée critique dans l'enclave palestinienne. Le même jour, l'Union européenne a exprimé ses inquiétudes concernant des développements sécuritaires dans certaines provinces du Yémen. Bruxelles estime que la situation pourrait créer de nouveaux risques pour la stabilité de la région du Golfe et a appelé à la désescalade, réaffirmant son soutien au gouvernement yéménite. Le même jour, en Cisjordanie, l'armée israélienne a indiqué avoir ouvert le feu près de Luban al-Sharqiya, dans le secteur de Naplouse. Un Palestinien a été tué selon l'armée et les autorités palestiniennes, tandis que les versions divergent sur le déroulement précis de l'incident. Le vendredi 2 janvier 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que Washington pourrait intervenir si les manifestations en Iran faisaient l'objet d'une répression violente. Les autorités iraniennes ont répondu en qualifiant toute intervention étrangère de ligne rouge et en dénonçant une ingérence extérieure. Le même jour, des sources proches de l'Alliance OPEP+ ont indiqué que la politique actuelle de production pétrolière devrait être maintenue lors de la prochaine réunion. Cette orientation intervient malgré des tensions persistantes entre certains membres et une baisse marquée des prix du pétrole observée en 2025. Enfin, le vendredi 2 janvier 2026, l'actrice américaine Angelina Jolie s'est rendue au point de passage de Rafah, à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Elle a rencontré des organisations humanitaires et évoqué les besoins persistants de la population civile dans l'enclave. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.